pour chasser les prostituées qui avaient établi leur territoire dans leur quartier. Le plus vieux métier du monde fait peur au voisinage, surtout lorsqu'il est accompagné de problèmes de drogue. Dans les quartiers Centre-Sud et Hochelaga-Maisonneuve de Montréal, pas très loin du centre-ville, au petit matin, la plupart des gens terminent leur nuit de sommeil, pendant que d'autres complètent leur nuit de veille. Les familles du quartier ont de nouveaux voisins qu'on trouve plutôt indésirables. La prostitution est ici reliée de près au commerce des stupéfiants, aux piqueries, et il arrive qu'on tombe sur quelques seringues usagées. Ah, regarde, il y a une piqûre, là. Ah, tiens, c'est une seringue. Ouais. Oui, mon Dieu. Ouais. Attention pour toucher avec tes Ah, doigts. ben oui, on voit encore voilà, l'aiguille, là. Ouais. Bon, on retrouve des condoms, là, aussi, dans le parc, hein, il y en a. Oui, regarde, effectivement, il y en a un là. Donc, les jeunes enfants qui viennent jouer dans le parc, ils soufflent, ils pensent que c'est une ballonne, eux autres, ils soufflent dedans, puis ils se font des gros ballons avec ça. C'est pas hygiénique, ben. Au début de l'été, un groupe de citoyens exaspérés ont pris la rue, décidés à nettoyer leur quartier. Les prostituées s'en souviennent encore. Pour après les filles, puis là, ils criaient « on en a une », puis là, soit qu'ils tabassait, ils se mettaient tout alentour de la fille, il était à peu près 200, puis ils nous criaient des noms carrément sur la rue. Puis ils vous battaient. Il a changé de coin, puis qu'il n'avait marre. C'est pas un peu compréhensif, ça? Qu'il en ait marre un peu? C'est un peu compréhensif, mais je trouve qu'il déplace le problème. Pourquoi? Ben parce que les filles vont s'en aller ailleurs. Est-ce qu'effectivement, les filles vont ailleurs depuis... Ben oui, parce qu'ils ne pourront pas arrêter la prostitution du jour au lendemain. Il est vrai que si quelques rues ont aujourd'hui retrouvé leur tranquillité, il s'agit d'aller dans le pâté de maisons voisins pour voir des prostituées. Les policiers ont bien augmenté les patrouilles, interviennent plus qu'avant, mais on ne se fait pas d'illusions. Ben moi, je peux mettre 50 policiers sur une rue pendant un mois de temps et il y a fort à parier que dans un mois, il n'y aura plus de prostituées à cet endroit-là. Ils vont être ailleurs, par exemple. On n'aura pas solutionné le problème. Si on parle de solution de problème, c'est évident. Et elle risque d'être ailleurs dans le même quartier. Absolument. Bienvenue. Merci. Contrairement à ce qu'on pense, il y a très peu de sans-abri qui mendient. La plupart des quêteux, comme on les appelle, ont une chambre ou un logement et, comme Gilles, un chèque d'aide sociale. Pour eux, mendier, c'est un revenu d'appoint. D'ailleurs, à la fin du mois, quand le chèque est dépensé, vous pourrez le remarquer, il y a beaucoup plus de mendiants dans la rue. Il est difficile d'établir le nombre exact de mendiants à Montréal. On estime qu'il y en a un peu plus de 200. Ce qui est évident, en tout cas, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes. Et ils ne répondent plus du tout aux stéréotypes du vieux quêteux alcoolique. Je suis certaine qu'il y a des gens qui te voient dans la rue, qui te regardent et qui disent « Ce gars-là a l'air en santé, il est jeune, il a l'air intelligent, il est bien mis. » Comment ça se fait qu'il est rendu dans la rue à quêter? Je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne sais pas comment t'expliquer ou te donner quelque chose de concret qui pourrait faire que je quête à tous les jours à part... Il y a de la drogue, il y a toutes sortes d'histoires, tu sais, je veux dire... Yves Bernard Blot a vécu pendant 8 ans avec Marcel Lebuy. L'année dernière, après 3 mois et demi de maladie, Marcel est mort d'un cancer de l'intestin. Les jeunes nous trouvaient beaux. Ils nous trouvaient qu'on était beaux, puis on avait des beaux yeux, puis on allait bien ensemble, puis c'est vrai qu'on menait une vie de famille. On n'allait pas dans un bar. On se tenait tout le temps dans nos deux familles. Puis nos deux familles acceptaient le fait qu'on était gays, qu'on vive ensemble. Ils nous reconnaissaient comme conjoints. À la suite de son décès, j'ai demandé un congé de deuil qu'on a droit. Puis ça m'a été refusé parce que j'étais gay. Même si c'était mon conjoint de fait, si ça avait été une femme, ça aurait été accepté. Conjoint de fait dans la convention collective, puis au point de vue de mon employeur, c'est accepté
si ça aurait été une femme. Mais, étant donné que c'était un garçon, ça m'a été refusé. Il est vrai que les lois provinciales et fédérales ne reconnaissent pas les conjoints gays. La Cour suprême du Canada a d'ailleurs jugé en février dernier que les couples homosexuels ne forment pas une famille. Au Québec, la Charte des droits et libertés interdit la discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Pourtant, la même charte permet que la discrimination s'exerce en matière d'avantages sociaux. Malgré cela, certains employeurs, comme la Ville de Montréal, l'Université McGill, le gouvernement de l'Ontario et celui du Yukon, offrent les mêmes bénéfices aux conjoints, quelle que soit leur orientation sexuelle. Quelques entreprises, encore très rares, comme le Club Presse et certains hôtels du centre-ville de Montréal, offrent aussi la même chose. Mais la grande majorité des conjoints gays ne peuvent obtenir les avantages sociaux auxquels ont droit les conjoints hétérosexuels. Les gays sont là, puis je pense qu'ils ne sont pas prêts de partir non plus. Il y en a toujours eu. De toute façon, ça dure depuis l'Antiquité, les gays. Mais là, il serait temps qu'on vive au grand jour. De retour en studio avec Hérol Duchesne. Hérol, dans le dossier de la prostitution, c'est bientôt l'été. Qu'est-ce qui risque d'arriver dans les rues de Montréal touchées par le problème? On est allé voir dans un quartier où, justement, des citoyens s'étaient impliqués dans ce dossier-là, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Dans ce quartier-là, on a choisi de ne plus les chasser. En les observant, les prostituées, on s'est rendu compte que c'était des femmes qui habitaient le quartier, qui avaient des parents, des amis et même des enfants. Alors, on s'est dit de les chasser, c'est peut-être pas la solution. On va tenter de leur faire comprendre ce qui nous dérange dans la façon qu'ils ont de pratiquer leur métier, si je puis dire. Alors, comment on procède? Alors, on procède simplement par des articles dans les journaux de quartier ou des manifestations dans les rues où on réussit à se faire entendre, puisqu'elles sont là, elles travaillent, donc elles habitent le quartier, elles entendent des récriminations des citoyens. Ce que les citoyens du quartier veulent leur faire comprendre, c'est que, d'une part, ils souhaitent qu'elles soient plus discrètes dans la façon de pratiquer leur métier, que les enfants ne soient pas témoins des scènes entre elles et leurs clients et qu'elles ne laissent pas sur place des condoms ou des seringues souillées. Maintenant, le dossier de la mendicité, je pense que vous avez tenté de rejoindre le jeune Gilles Poirier. On a rejoint Gilles Poirier. Il s'est trouvé un emploi, il travaille dans une quincaillerie, il est très content et il souhaite reprendre ses études au cégep prochainement. Et finalement, Hérol, il y a Yves Bernard-Blot là, qui se bat pour obtenir une rente pour son conjoint. Est-ce que vous avez eu de leurs nouvelles? Oui. Alors, Yves Bernard-Blot se bat toujours pour obtenir cette rente de son conjoint. Il sera entendu, sa cause sera entendue en cour supérieure prochainement. Mais aujourd'hui même, dans ce dossier, est arrivé des informations. La Commission des droits de la personne a déposé son rapport à la suite des audiences publiques qui ont eu lieu cet automne sur la discrimination faite aux gays. Et ce que recommande sur ce dossier-là la Commission des droits de la personne, c'est que les couples homosexuels soient traités exactement comme les couples hétérosexuels en ce qui concerne les avantages sociaux, les régimes de rente ou de retraite ou tout autre avantage social relié à l'emploi, par exemple. Pourtant, Hérol, au début du premier mandat là, du Parti québécois en 1976, donc un an ou deux après, le projet de loi déposé à ce sujet par le ministre de l'époque, Marc-André Bédard, avait l'air d'innover. Le Québec avait l'air d'être une figure de proue. C'était le cas, mais on voit qu'il y avait des failles dans cette loi-là. Et depuis, le gouvernement de Bob Rae est en train de nous dévancer parce qu'il vient de déposer en Chambre un projet de loi, justement, obligeant tout employeur à considérer un couple homosexuel exactement comme un couple hétérosexuel. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu aussi qu'au niveau fédéral, on agisse dans ce dossier? Oui, le ministre de la Justice, Allen Rock, est en train de réfléchir, justement, à un projet de loi, lui aussi, dans ce sens-là. Et les recommandations qui lui ont été faites vont même jusqu'à redéfinir la notion de famille pour qu'un couple homosexuel soit considéré comme une famille. On verra ce qu'il en sera dans les mois qui viennent. Parce que ça aura une portée assez importante, là, si c'est au niveau fédéral. Tout à fait. Alors, merci, Hérol, pour ce quatrième bloc. Et nous passons à notre dernier bloc qui concerne les jeunes, et en particulier la génération des 15 à 30 ans. Dans un dossier sur l'exode démographique, une de nos équipes avait constaté que même la belle Gaspésie se vidait littéralement. Les jeunes quittent la région en masse pour étudier et n'y reviennent plus faute d'emploi. Il paraît même qu'un seul Gaspésien sur 5 réside encore dans son patelin d'origine. Et dans un autre dossier, nous avons donné la parole à des jeunes qui ont été confrontés au suicide. Comme nous l'avions alors indiqué, le Canada se classe au 4e rang dans le monde sur ce triste palmarès, car on compte 15 suicides par 100 000 habitants de tous les âges. Et le Québec, à lui seul, établit cette même statistique chez les jeunes de 15 à 19 ans.
C'est troublant, vous verrez. Et finalement, nous avions eu l'idée d'aller rencontrer quelques jeunes noirs à la suite du geste d'un déséquilibré d'origine africaine qui avait poussé une jeune femme sur les rails du métro. Ceux-ci craignaient une montée de la tension raciale. Moi, je me dis que c'est la société tout entière qui est coupable. Comme dès que t'es petit, qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école? T'as un carton blanc, t'as un carton noir. Sur le carton blanc, décide ce que t'aimes. Sur le carton noir, fais ce que t'aimes pas. Le mouton qui est pas bon, c'est toujours le mouton noir. C'est jamais le mouton blanc, c'est le mouton noir qui est mauvais garçon, qui est mauvais. Ce que tu dis, c'est que la société est encore très profondément raciste. Grégory? Ben moi, je dis aussi que c'est surtout une question d'éducation. Parce que, OK, le bébé, là, quand il n'est pas ni blanc, ni noir, ni jaune, ni rouge, ni n'importe quoi. Tu sais, c'est ses parents, la parenté, ses amis qui disent que toi, t'es noir, t'es un nègre, toi, t'es blanc, t'es un blanc, toi, t'es jaune, t'es un chintok, n'importe quoi, je sais pas. Moi. Vous, là, vous êtes tous québécois, vous êtes nés ici, vous êtes arrivés ici tout petit. Comment vous vous sentez? On se sent pas québécois. Non? Non. Pas du tout. Ben non. Moi, des fois, je dis que je suis québécois juste pour frustrer les autres Québécois parce qu'ils nous acceptent pas en tant que Québécois. Fait que je peux pas dire je suis québécois, on m'accepte pas. On m'accepte quand c'est bon, mais quand c'est pas bon, on m'accepte pas. Avez-vous perdu... Pensez-vous que vous, là, des jeunes comme vous êtes capables de changer quelque chose à la situation? Jerry? Ça existe même pas des Noirs québécois. Tu sais, comment, tu sais, dans d'autres pays, t'entends un Noir, tu sais, un Black American, mais ça existe pas un Noir québécois. Il me semble... Vous en êtes venu ici, non, mais vous avez votre... Regardez ça, un Finlandais. Un Finlandais qui arrive demain au Québec. Ses enfants, ils vont être des Québécois pur laine. Ils vont presque être des Québécois pur laine. Moi, mon enfant, même si ça fait 200 ans, je suis son ancêtre, va rester en même le noir. Vous êtes en train de dire que vous ne vous sentez pas québécois parce que vous n'êtes pas perçu ou accepté comme québécois, puis que vous n'êtes pas capable de changer quelque chose, votre génération? Avez-vous abdiqué, là? La façon comment c'est parti présentement, je sais pas, parce que... Comment tu... C'est comme... Moi, il me semble, tu peux pas dire, parce que, premièrement, depuis qu'un blanc il me voit dans la rue, il dit, d'où est-ce que tu viens, toi? Je viens du Québec. Ah, ouais? Tu sais, c'est comme ça. Tu sais, même quand je dis je viens du Québec, il va dire, tes parents, ils sont d'où? Tu sais, c'est genre, on cherche toujours d'où ce que tu viens. Tu sais, t'es un Noir comment? T'es un Jamaïcain ou un Haïtien? Tu sais, c'est sur ça qu'on cherche. On peut pas nous percevoir comme des Québécois parce que partout dans la société, c'est rare que vous voyez des Noirs québécois. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est comme un problème que c'est juste nous autres mêmes qu'il va falloir qu'ils règlent. C'est les jeunes qu'il va falloir qu'ils se tiennent, qui se tiennent les coudes, puis qu'on se dit, bon, c'est vrai que ça vieillit, il faut faire quelque chose. Puis si on veut pas qu'ils mettent la clé dans la serrure de la Gaspésie, ben faut l'aider. Il faut faire quelque chose, puis c'est nous autres qu'il faut qu'ils la redressent, justement. Où sont mes amis? Ils sont presque tous partis. Continuer une sorte d'étude ou une nouvelle forme... Les jeunes Gaspésiens devront faire vite pour redresser la situation car l'exode est dramatique. En 1981, le groupe des 10-14 ans comptait 10 525 individus. En 1991, seulement 6 445 d'entre eux sont toujours sur le territoire, une diminution de 38 %. Dans certains secteurs de la péninsule, c'est un jeune sur deux qui est parti à l'extérieur. C'est vrai que j'ai une vie instable, je suis un nomade sédentaire. Mais ça a commencé parce que mon père, il m'aimait pas. Je voyais la situation comme un tunnel sans espoir. Je sais pas, c'était comme une longue route, là, puis il n'y avait pas de fin, là. Je trouvais pas le bon chemin pour me rendre au bon bout. J'avais juste ça en tête. J'avais le goût d'en finir, d'arrêter mon problème-là parce que je trouvais pas de chemin exact. Là. Je pensais que celui-là, c'était le bon. Là. Je regardais des fois le ciel, puis je me disais que j'aimerais être la place d'une étoile, parce qu'une étoile, ben, je sais pas, c'est dans le ciel, puis ça reste là, puis ça a une vie là, infinie, puis ça n'a pas toujours la vie. Ça n'a pas la vie difficile. Ça a une place désignée, puis ben moi, j'avais l'impression de ne pas avoir de place sur la terre. J'ai fait des tentatives de suicide. Parce que j'étais tannée. Je veux dire, ça marche. Toutes des affaires, j'essayais, il n'y a rien qui fonctionnait. Puis, je sais pas, j'avais pas d'amis, puis je me sentais mal. On va d'abord parler de l'exode démographique avec Harold Duchesne. Est-ce que cet exode se poursuit?
Bien, en Gaspésie, à tout le moins, en tout cas, ça se poursuit parce qu'avec le moratoire que vient d'imposer le gouvernement fédéral sur la pêche à la morue, les jeunes qui rêvaient de faire comme leur père ou leur grand-père et de travailler dans des pêcheries, en tout cas, n'ont pas pour l'instant un avenir brillant qui semble leur sourire, là, au contraire. Ça, c'est des générations là, qui se démantibulent carrément. Tout à fait. Et le gouvernement fédéral, encore une fois, vient aussi d'imposer, dans le domaine de l'assurance chômage, des nouvelles conditions